Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de découverte de notre département des Vosgiennes et des Vosgiens qui ont façonné ou qui façonnent son histoire. Nos invités du jour, l'un est le descendant d'un célèbre géomètre et architecte américain mais né à Dompierre. L'autre est une toute jeune architecte qui travaille à Épinal, en plateau dans la vie en Vosges cette semaine. Thibault Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes un descendant de Joseph-François Mangin, à l'initiative notamment de la structure en grille de New York, entre autres édifices connus aujourd'hui à New York. Vraiment tout un programme, sa vie, son œuvre que vous allez nous détailler. Et Marie-Charlotte Raz, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vous travaillez au cabinet d'architecture Vosges Architecture à Épinal, c'est chemin de la Taviane en direction de Xertigny. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau de la vie en Vosges pour parler, vous l'avez compris, grosso modo, d'histoire et d'architecture et de patrimoine. On est tout à fait évidemment dans le thème de cette émission. Alors à tour de rôle, Thibault Leroy, quelques mots sur Joseph-François Mangin. Alors vous n'êtes pas son descendant direct, vous êtes un descendant du frère de Joseph-François Mangin. En quelques mots, qui était-il ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un Vosgien originaire de Dompierre qui a grandi et qui est resté jusqu'à 25 ans dans les Vosges. Et il a fait des études à Nancy, des études de droit. Né en 1758. Né en 1758. On est donc au milieu du 18e. Exactement. Après ses études, pour des raisons qu'on développera peut-être tout à l'heure, il a décidé de s'expatrier à Saint-Domingue, où il est resté 10 ans. Jusqu'en 1794, et suite à la révolte des esclaves de Saint-Domingue, il a fui aux États-Unis et il s'est retrouvé à New York où il a travaillé en tant qu'architecte jusqu'à la dernière trace qu'on ait de lui, qui est en 1818. Et il a notamment construit l'hôtel de ville de New York, qui est en couverture ici de ce livre que vous venez de publier. Il est sorti quand ? Fin 2019. Fin 2019, il y a 2 ans déjà. Joseph-François Mangin, l'homme qui imagina Manhattan, avec en couverture l'hôtel de ville de New York, dont on va parler dans quelques instants. Donc voilà, émigration de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, Saint-Domingue, exactement, ouais. à New York. Qu'a-t-il fait quand il est arrivé à New York ? Il a trouvé du travail en tant qu'architecte pour les fortifications de la ville. On suppose que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et puis il a développé plusieurs bâtiments dans la ville. Il a eu des contrats, notamment la prison, le théâtre. Alors des bâtiments qui ont disparu aujourd'hui, malheureusement. D'accord. L'hôtel de ville, qui est encore debout, qu'on peut encore voir, et l'ancienne cathédrale Saint-Patrick, qui est aussi encore debout. Alors, en détail, voilà, là par exemple, on a une ancienne illustration, bien sûr, de la prison. Vous avez parlé aussi du théâtre. Tout cela, on va se détailler cette histoire, parce qu'après, il y a aussi la structure en grille de New York, et c'est surtout pour ça qu'il est connu, bien qu'il n'ait pas œuvré tout seul sur ce travail. Quel était le style architectural à l'époque aux États-Unis, donc milieu 18e ? Alors c'était surtout un style fin 18e. C'était surtout un style je pense influencé par tout ce qui était anglais. C'était principalement une population anglaise. Et lui il a apporté un style plutôt français. Donc typiquement l'hôtel de ville c'est un style plutôt français ou d'inspiration française. Ouais. Donc on parle de quoi, de Renaissance, il y a pas vers l'expert pour oui, pour qualifier ça. Le style architectural de cette époque aux États-Unis, c'est quoi ? Il me semble qu'il y a des réalisations qui sont plutôt néo-gothiques dans l'œuvre de... Néo-gothique, néo-renaissance aussi un petit peu, j'ai l'impression. On parle de ce mouvement. Ok. Vous le connaissiez, Joseph-François Mangin ? Non, effectivement, c'est une découverte aujourd'hui. C'est vrai que c'est un architecte et urbaniste que je ne connaissais pas. Donc c'est intéressant. Et pour cause, c'est vrai que si pas grand monde le connaît, et donc voilà, je répète, il y a ce livre qui vient de sortir, donc c'était en 2019, Thibault Leroy. Thibault Leroy, je ne l'ai pas dit, mais vous n'êtes plus dans les Vosges, d'ailleurs vous êtes né à Nancy, oui. Et puis aujourd'hui vous êtes installé en Suisse, mais voilà, c'est vous qui vous êtes évidemment passionné pour nous écrire et nous transmettre toute cette histoire. D'ailleurs, quel a été le déclic pour vous plonger dans les archives familiales
et puis aller, c'est des heures et des heures de travail. Alors, c'est 5 ans Pour... de travail. Ouais, Et il n'y a pas vraiment eu un déclic, vu que c'est quelque chose qui est dans la famille depuis plusieurs dizaines d'années. ok. Par contre, moi, j'ai juste eu la chance d'arriver à une époque où, en termes de moyens de communication, d'exposition aux États-Unis, je suis bilingue en anglais, donc ça facilite aussi beaucoup les recherches. Donc, c'était assez naturel. Il n'y a pas eu un moment où on s'est dit, allez, je reprends et je continue. Ça s'est D'accord. fait de façon assez naturelle. Et pour que vous parlez des États-Unis, parce qu'effectivement, c'est une personnalité connue aux États-Unis, pas du tout en France, et encore moins dans les Vosges. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est relativement connu aux États-Unis pour le fait qu'il a son nom déjà sur l'hôtel de ville, la plaque de présentation de l'hôtel de ville qui est vue par des millions de touristes tous les ans. Mhm. Il y a des professeurs d'université aux États-Unis qui ont fait des recherches sur lui. Donc, aux États-Unis, il est très connu. Alors, ils ont fait des erreurs, mais au moins, il est connu. Ils connaissent pas du tout sa vie avant, donc à Saint-Domingue, et encore moins en France. À l'image, l'hôtel de ville, Et d'époque est toujours actuel d'ailleurs. voilà. Et en France, il est juste pas du tout, du tout, du tout connu, ce qui est vraiment dommage. Et petite difficulté supplémentaire, il y a eu une petite controverse avec un homonyme né à Chalon-sur-Saône. Exactement. Donc il y a un des professeurs d'université qui a essayé de retrouver sa trace en France. Donc il s'est rendu en France pour faire des recherches. Ouais. Le système d'archives français est tel que c'est très facile de se tromper, surtout avec un nom aussi commun que Mangin dans l'est de la France. Il y en Mm. a quand même un certain nombre. Et c'est vrai qu'il a trouvé un Joseph-François Mangin, né à Chalon-sur-Marne en Sur 1764. Marne, j'ai dit sur Saône, pardon. Ouais, il a juste pensé que c'était lui, en fait, c'était le mauvais. Ok. Donc Et donc vous, aujourd'hui, toute la littérature aux États-Unis qui est basée sur les recherches de cet universitaire fait référence à ce mauvais Joseph-François Mangin. d'accord. Alors ça, c'est pour ce qui est de la vision de l'histoire et du patrimoine en France, mais en revanche, aux États-Unis, voilà, son histoire à lui est parfaitement retracée. C'est juste ses origines avant en France Voilà, qui exactement. étaient. Toute la partie, tout ce qui s'est passé à New York, où là, pour le coup, ils ont vraiment creusé, ils ont trouvé Mhm. tout ce qu'il a fait. Ça, c'est tout à fait juste. Ok, alors, je remontre cet ouvrage, L'homme qui imagine à Manhattan. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que le samedi 11 décembre à Dompère, vous êtes à l'initiative, pardon, avec l'office de tourisme De de Mirecourt. Dompère, de Ouais. Mirecourt, du pays de Mirecourt, et puis les archives départementales des Vosges. Vous êtes à l'initiative d'une pose de plaque, d'une commémoration qui aura lieu donc le samedi 11 décembre à Dompère. C'est à quelle heure? On va commencer à 10 h, je crois, qu'on a mis Ok, sur donc l'invitation. Ouais. Ouais. fin de matinée. Fin de matinée. C'est une première, ça n'avait C'est jamais une été première. fait, ça Non. n'a jamais été valorisé. Ça n'a jamais été valorisé. Une des chances qu'on a, c'est d'avoir pu retrouver sa maison natale. Ouais. Et donc, on va faire la conférence et ça sera suivi d'une pose de plaque commémorative sur la maison de Mangin. Maison natale qui est la poste La actuelle. poste de Dompère, ouais. Un Ok, beau bâtiment de bien avant le 18e, parce qu'on a fait des recherches sur l'ascendance de Mangin. Et ça remonte bien évidemment bien avant le 18e siècle à Dompère. Hein. Donc, ouais. on est remonté jusqu'au 16e, je crois. Et c'est vraiment une famille originaire de la région. Votre sentiment, Marie-Charlotte Raz, sur le fait qu'un descendant comme ça, d'un ancien architecte né dans les Vosges, connu aux États-Unis, alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est une découverte, mais Mhm. vous en pensez quoi? C'est une belle histoire, hein. Oui, oui, sur ce projet-là, je trouve que l'idée de la transmission d'une œuvre, elle est remarquable. Elle mérite d'être connue. Qu'est-ce que ça dit aussi peut-être en termes d'urbanisme, d'architecture, selon vous, sur bah, les lacunes qu'il y a au fil des ans? Est-ce que l'architecture est suffisamment étudiée et suffisamment creusée, son histoire, ses personnages, pour être mise en valeur correctement aujourd'hui, comme ça l'est avec Joseph-François Mangin? Il y a les archives départementales hein, qui font un travail. D'ailleurs, vous avez remis, vous m'avez dit, donc vous avez remis les lettres, une copie des lettres aux archives Aux archives départementales des départementales, Vosges. exactement. Ouais. Moi, je, La matière architecture dans l'histoire aujourd'hui. moi, je pense qu'on a une époque déjà qui maintenant date, donc c'est sûr qu'il faut qu'on ait des personnes comme Thibaut pour relater ces faits-là. Mais c'est vrai que la connaissance de l'architecture aujourd'hui vis-à-vis du grand public, elle est peut-être pas assez poussée. C'est peut-être à nous, en tant qu'architectes, d'amener ces sujets-là vers le grand public aujourd'hui.
Et vous nous parlerez de vos ambitions à vous dans quelques instants. Thibault Leroy, je reviens sur des éléments un peu fondateurs évidemment de Joseph-François Mangin. On va revoir, si vous voulez bien, les images de l'hôtel de ville. Voilà, c'est l'édifice emblématique de son œuvre et de sa reconnaissance avec la grille de New York, dont on va parler dans quelques instants. Qu'est-ce qui avait motivé cette construction dans sa façon dans son principe architectural, dans son style, etc. Alors ça a été... Déjà, il faut savoir que c'était un concours qu'il a gagné. Donc il y a eu plusieurs architectes qui ont participé. Lui, il s'est allié avec un autre architecte qui s'appelait Macomb, qui était un Écossais, si je ne m'abuse. Et ils ont gagné le concours, et donc ils ont eu l'appel d'offres, et ils ont pu construire le bâtiment. Comment on explique que c'est toujours l'hôtel de ville actuel? Ils sont bien dedans. Allez, il était bien pensé. il était bien pensé. Second élément évidemment significatif de l'œuvre, du travail de Joseph-François Mangin, c'est le plan de New York. Alors je ne sais pas comment, est-ce que le plan c'est le vrai terme? Est-ce il avait été embauché comme géomètre, c'est ça? Alors exactement, donc son métier premier c'était surveilleur, qui se traduit effectivement par géomètre. Surveilleur. Ouais, surveilleur. Et en fait ça consistait à prendre des mesures, c'était vraiment de la prise de mesures pour pouvoir faire ensuite des constructions architecturales. Donc c'était son premier métier à New York. Alors après ça a évolué, il y est resté quand même plusieurs dizaines d'années. Voilà une des toutes premières cartes évidemment. Ça c'est la carte originale, donc qui est sortie en 1801. Et ce qui est très intéressant, c'est que, pour la petite anecdote, la ville lui avait demandé de faire une carte de la ville de New York. Donc les autorités lui avaient demandé de faire une carte de la ville. Et lui, il a fait une carte comme il aimerait que New York soit. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas à quoi ressemblait New York avant. Alors, pour la partie qui était déjà construite, je pense que ça, il a repris ce qui était déjà construit. Ouais. Mais après, pour tout le reste, et quand on lui a dit, mais c'est pas du tout ce qu'on vous a demandé, lui a dit, oui, mais c'est comme ça que j'aimerais que la ville soit. Donc, c'était aussi un visionnaire. Ah. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, la carte qui avait été publiée a été retirée de la vente à cause de cette polémique-là. D'accord. Et il y a eu une autre carte officielle de la ville qui a été faite en 1811, qui s'appelle la carte des Commissioners, qui est devenu le plan officiel de la ville de New York. Et on se rend compte que même s'il y avait eu la polémique de l'époque sur la carte de Mangin, les commissioners de 1811 ont en fait repris quasiment trait pour trait la carte de Mangin. Donc elle a vraiment eu une influence considérable sur le New York actuel. Pourquoi cette fameuse structure en grille avec les avenues et puis les rues perpendiculaires? Pour des raisons de praticité, je suppose. Est-ce qu'il y avait une contrainte au niveau du terrain Ça, vous n'avez pas retrouvé de motifs précis dans les lettres? Non, il n'explique pas le détail de ses projets. D'accord. Il explique les projets sur lesquels il travaille. Donc il dit qu'il est en train de construire le théâtre. Alors, et pareil, il ne dit pas que c'est un théâtre. Il dit quand il écrit à sa mère, j'ai été chargé d'un bâtiment qui va être majestueux, etc. Donc il donne quelques détails, mais sans donner vraiment les détails techniques. D'accord. Ouais. Sans donner la motivation. Ni la motivation en disant je vais faire des lignes tout droites parce que c'est mieux ou quelque chose comme ça. Alors l'architecte d'aujourd'hui, elle dit quoi sur la structure en grille de New York du début du 19e? Je pense que ça correspond à une réalité de la manière dont on pensait l'urbanisme à l'époque. Il y a beaucoup de villes nouvelles qui ont été construites sur ce schéma-là, d'une grille orthogonale. Après, est-ce que c'est un rapport... Pourquoi? Peut-être à la mobilité aussi, un rapport à la voiture, des seins de blocs qui sont tous assez similaires. Il y a une forme d'égalité dans cette trame-là. Et puis une notion peut-être d'infinité dans la grille, avec quelque chose qui peut se prolonger à l'infini. Voilà, le fait de voir loin motif, et de se dire voilà. On ne part pas d'un centre... C'est très différent de ce qu'on voit chez nous dans la construction des villes, qui sont beaucoup plus concentriques et bâties autour d'un centre historique. Là, on est sur une planification urbaine très différente. Ah, et qui partait généralement du bord de la mer, pour le coup. Ok. Allez, on va se redétailler un petit peu tout cela dans quelques instants. Un petit quiz, si vous voulez bien, dans cette émission de territoire, de terroir et d'histoire de notre département. C'est parti pour le quiz.
Un quiz un petit peu orienté que vous allez effectivement découvrir l'un comme l'autre, mais qui va vous parler l'un et l'autre, ça je n'en doute pas. Allez, première question si vous voulez bien. Je la pose évidemment à tous les deux. En quelle année le nom, elle est facile, en quelle année le nom America fut donné pour la première fois au continent américain en hommage évidemment à Amerigo Vespucci? Était-ce en 1495, en 1503, en 1507? Quelle année le nom America fut donné pour la première fois au continent américain? C'est peut-être facile pour vous, Marie-Charlotte. Un peu moins. Votre réponse, Marie-Charlotte? Je sais pas, j'aurais dit 1495. C'est-à-dire 3 ans après la découverte par Christophe Colomb. Je serais tenté de dire la même chose, mais c'est pas si évident que ça. Eh ben non, effectivement, vous avez faux tous les deux. Ouais. C'était en 1507 que pour la première fois, le nom America, évidemment, est apparu. Et en 1507, il est apparu sur cette carte qu'on voit à l'antenne, à savoir la carte associée à l'Universalis Cosmogryphae, je ne sais pas si c'est bien dit, Illustration, qui est conservée, dont l'original est conservé à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Il y en a une copie, évidemment, à Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges, marraine de l'Amérique, par rapport à cette carte, puisque cette carte avait notamment été annotée, et notamment ce nom, évidemment, America, qui est une déclinaison de Amerigo Vespucci, qui a été, inventé par les scientifiques déodaciens. Je recherche juste le nom, pardon. C'était, ça c'est important. Les savants, voilà, les savants de Saint-Dié-des-Vosges qui ont donné ce nom America, venu de Amerigo. J'y suis arrivé, pardon, c'était un petit peu long. Seconde question, allez, on parle un peu plus d'architecture. Quelle particularité avait une grande partie des hêtres utilisés pour construire en 2012, on est dans le présent, le bâtiment périscolaire de Tendon? Ça, je suis sûr que Marie-Charlotte, elle va savoir répondre. Bâtiment périscolaire et cantine qu'on va voir aussi à l'antenne. Était-ce du bois chancré? Était-ce du bois mitraillé? Ou était-ce du bois scolité? Je précise que du bois chancré, le chancre, c'est un champignon. Le mitraille, on comprend, hein, c'est dans la mitraille de la Seconde Guerre mondiale notamment. Et le bois scolité, c'est beaucoup plus récent, c'est le scolite. Pour le coup, c'est pas... Ouais, je donne un indice si je dis que c'est pas du hêtre, donc... Allez, Marie-Charlotte. Je vois très bien à quoi ressemble le bâtiment. Alors, est-ce qu'on peut voir la photo du bâtiment? La garderie... Il y a une forme de... Il y a la réponse avec? On ne peut pas voir alors. On va pas voir, on le verra après. Le hêtre dans la construction, il n'a pas des propriétés très bonnes pour la structure. C'est plutôt un assemblage de petites pièces qui permettent d'avoir une bonne résistance mécanique. Mais après... Ce qui veut dire que c'était du bois qui était chancré, mitraillé ou scolité? Peut-être scolité, mais bon. Thibaut? Je passe. La réponse, c'était du bois mitraillé. C'était du bois mitraillé qui venait, beaucoup de bois mitraillé qui venait de la commune. Et voilà, donc on a le bâtiment. Et qui dit bois mitraillé dit petite structure, petite portion. Qui dit petite portion dit utilisation, fabrication de caissons. Et en fait, toute cette structure qu'on a à l'antenne, que je vous montre régulièrement, est en caisson de bois avec une botte de paille à l'intérieur. Mais les murs et le toit, ce sont des caissons de bois, grosso modo de 1,10 m ou 1,20 m, quelque chose dans le genre. Bon, merci beaucoup pour votre participation à ce quiz. Marie-Charlotte, l'architecture, quelques mots. Vous êtes passée par l'école Boulle, vous êtes passée par l'école d'architecture de Versailles. De Versailles, tout à fait. Pourquoi être revenue dans les Vosges? Vous avez étudié l'architecture en région parisienne. Oui, effectivement, c'est une question qui s'est posée en tant que jeune diplômée. Que faire après? Quel architecte j'avais envie d'être? Et effectivement, pour moi, ça a été une question de territoire. Quel territoire investir? Et donc, j'ai eu la chance de réaliser mon année d'habilitation à la maîtrise d'œuvre à la fois à l'école d'architecture de Paris et en même temps sous une forme d'alternance dans le cabinet Vosges Architecture, donc qui est dirigé par mon père.
Donc ça a été une année transitoire qui m'a permis de réfléchir sur la pratique que j'aimerais mener plus tard en tant qu'architecte. Et quel a été l'élément déclencheur, effectivement, de revenir dans les Vosges, de vous installer dans les Vosges, J'ai par pu rapport au territoire? Oui, oui, tout à fait. J'ai pu voir à travers la pratique qu'on avait en agence que c'était un territoire qui posait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de problématiques. Et Beaucoup d'enjeux. voilà, c'est ça. Et c'est très intéressant, surtout que je suis native d'Épinal. Donc Mhm. il y avait pour moi, ça avait beaucoup de sens de revenir et d'exercer ici. On va avoir tout de suite quelques photos de la maison que vous venez de vous construire, pour le coup, Oui, parce que tout à fait. c'est vous qui l'avez dessinée, c'est vous qui l'avez aménagée. Oui. C'est sur quelle commune, pardon, C'est sur la commune d'Épinal, dans le secteur de Saint-Laurent. Quelle singularité ce bâtiment a-t-il? Racontez-nous. Au début, c'est la conception, elle part d'un site. Donc c'est un site qui était extrêmement paysager, en friche, qui avait poussé de manière un peu anarchique, Pentu. très pentu, effectivement, une pente importante. Donc nous, par rapport à ça, on a voulu conserver les caractéristiques du terrain tel Mhm. qu'il était, et puis les mettre un peu en exergue par rapport au projet qu'on proposait. Donc c'est pour ça que la construction, elle est sur pilotis, avec un noyau de contreventement en béton et une structure bois pour l'intégralité des poteaux, des poutres. Donc ça a demandé quand même pas mal de réflexion sur les possibilités, éviter les jambes de force, ce genre de détails, Mhm. pour avoir... Jambe de force, c'est quoi une jambe de force? Ce sont les éléments qui sont à 45 degrés entre Ah, les d'accord. poteaux et les poutres. Donc là, Que vous n'estimez pas très esthétique, ça? qui renvoie plutôt à une architecture un peu plus ancienne, peut-être plus liée à quelque chose de D'accord. montagnard, enfin voilà. Mhm. On voulait quelque chose plutôt de pur au niveau des lignes, donc ces éléments-là, il fallait réfléchir comment les enlever de la construction. Vous avez dit construction bois. Quelle a été Oui, votre démarche en termes d'acheminement, de choix des matériaux? Vous avez essayé de faire de la filière courte, oui, tout à fait. Alors comme la halte garderie de Tendon, où je l'ai Mm, dit, hein, tous les bois qui ont servi, et la grande majorité des hêtres, pour ne pas dire tous les hêtres qui ont servi, proviennent de la commune, des mm, bois de la mm. commune. C'est une démarche très, très intéressante pour notre part. On n'a pas pu le mettre en œuvre sur toute la construction. C'est une structure qui est en Douglas. On est tombé à une période peu favorable puisqu'on sortait du premier confinement quand la structure s'est montée, donc c'était compliqué de partir avec des matières locales. Il y avait eu un temps d'arrêt assez conséquent sur tout ce qui était production du bois. Mhm. Mais en revanche, on a mis en œuvre une production locale pour tout ce qui était bardage. Donc là aussi, on est sur du Douglas qui a été coupé et scié dans l'ouest vosgien. Et puis sur tout ce qui est parquet aussi, on a travaillé avec la parqueterie Lemoine, donc qui À travaille Vernay. avec... Voilà, tout à fait. Et avec des arbres qui sont dans les Vosges, dans l'Est plus généralement. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette architecture locale? On l'a dit, vous êtes installé évidemment à Épinal. Vous êtes installé dans un cabinet d'architecture, grosso modo, qui fait en grande majorité de la commande publique. Mhm. Est-ce que vous sentez que voilà, on est passé dans une autre ère avec d'autres considérations, d'autres impératifs à mettre en œuvre, à savoir évidemment faire travailler le plus localement possible et puis au niveau voilà, géologique, géothermique, etc., géodésique, à savoir le Mm, soleil, mm, etc. mm. On est dans Bien cette sûr, démarche, hein. bien sûr, il y a une évolution qui est très rapide, hein. Moi, ça fait que 3 ans que j'exerce, donc c'est difficile effectivement de parler peut-être d'une ère précédente. Mais on voit bien que si on fait le parallèle, c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'on avait en 1800 que maintenant. Et ça évolue de manière très rapide, quoi. Moi, en 3 ans, je vois bien qu'il y a déjà des choses qui changent. Mhm. Et on peut parler du volet thermique. Il y a bientôt la RE 2020 qui va sortir. Aujourd'hui, on était soumis à la RT 2012. Donc ce sont aussi de nouvelles considérations. C'est prendre en compte des choses comme le confort d'été. Prendre en compte aussi la provenance des matériaux, leur caractère biosourcé, ce genre de problématiques. Et puis en termes d'urbanisme pur et dur, enfin quand je dis urbanisme, ça vaut aussi pour les villages ruraux, c'est une demande de plus en plus forte de grand air Oui, tout à qui fait. doit concilier avec un étalement urbain moindre C'est par rapport ça, à c'est ça. l'imperméabilisation des sols. Tout à Ça, fait. c'est compliqué. On parlait de nos villes et villages qui sont plutôt construits autour d'un centre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le cercle a tendance à s'étendre et on parle d'étalement urbain. Donc il faut effectivement qu'en tant qu'architecte, on puisse aider sur ces problématiques-là. Et puis je pense, on le disait
sensibiliser aussi le public à ces problématiques et montrer qu'il est possible de faire différemment. C'est un peu ce qu'on voyait avec le projet qu'on propose. On a voulu aussi limiter la surface d'imperméabilisation du sol. D'accord. Merci beaucoup pour cette petite présentation. J'ai envie de dire, je vous aurais bien gardé en plateau beaucoup plus longtemps, mais là, cette émission se termine déjà. On aura l'occasion de reparler d'architecture, d'urbanisme avec vous, Marie-Charlotte, j'en suis sûr. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Thibault Leroy, je représente cet ouvrage. Joseph-François Mangin, l'homme qui imagina Manhattan. Vous êtes un descendant de son frère, donc architecte aussi, de l'Hôtel de Ville. Et donc, rendez-vous samedi 11 décembre à Dompère en fin de matinée pour une conférence et la pose d'une plaque commémorative sur la Poste, qui est l'ancienne maison de Joseph-François Mangin. Et les inscriptions se font auprès de l'Office de tourisme de Mirecourt. Merci beaucoup, je l'ai dit, vous êtes venu de Suisse exprès pour nous, merci infiniment. Bonne continuation, à très bientôt sur notre antenne. Merci à vous. Merci à vous de votre attention, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.